En 4 jours des travaux en atelier, 6 sous-thèmes seront développés en panel partant du thème général, faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu mercredi 11 décembre 2024 devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. La rédaction a subuté déjà sur les sujets qui pourraient être abordés dans son discours sur l'état de la nation, le premier de son second mandat. On fait le point avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Honorables députés nationaux et sénateurs, c'est un discours très attendu sur l'état de la nation, le premier pour le second quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la Constitution, à son article 77, le président de la République prononce une fois l'an, devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès, un discours sur l'état de la nation. Les garants de la nation ne manquera à cette occasion, comme lors de ses précédents discours, de revenir probablement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sous état de siège depuis 3 ans, mais aussi sur l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. En cette fin d'année 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va sans doute aborder la situation socio-économique du pays, caractérisée par la perte du pouvoir d'achat de la population, la conclusion du premier programme avec les FMI et la validation d'un accord préliminaire pour 2 nouveaux programmes soutenus respectivement par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité, représentant un total de 2,87 milliards de dollars américains. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi ne manquera pas d'aborder la question relative au changement ou à la révision de la Constitution. Le président de la République avait promis de mettre en place, dès l'année prochaine, une commission multidisciplinaire censée réfléchir sur la rédaction d'une nouvelle Constitution, mais la date n'est pas encore connue jusque-là et cette tribune pourrait lui servir de cadre pour fixer l'opinion sur la date précise. Le discours du président de la République interviendra donc à 4 jours seulement de la clôture de la session budgétaire. Et nous venons de l'apprendre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi dans son bureau de travail de l'Union africaine le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les 2 personnalités ont échangé sur les questions d'actualité. Les images dans ce journal. Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a pris la parole il y a quelques heures. Les massacres de Luofu, hier dimanche, et Kichiché, bien avant, ont été rappelés aux membres du Conseil. Donc votre conseil est saisi, fait état d'une situation sécuritaire extrêmement préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Les rapports d'experts mandatés par ce conseil ont confirmé les violations flagrantes de notre souveraineté. En effet, plus de 4000 membres des forces de défense rwandaises présents illégalement sur notre territoire mènent des offensives avec le soutien du M23. Ces actes constituent une agression planifiée et préméditée en violation manifeste de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et des principes fondamentaux du droit international. Les conséquences sont accablantes. Le massacre de Kichiché, le 29 novembre 2022, incarne les atrocités perpétrées avec des exécutions sommaires et des viols infligés à des civils. Le bombardement du camp de déplacés internes de Mugunga, causant la mort d'au moins 35 civils en mai 2024, majoritairement des femmes et des enfants, et hier encore, dimanche 8 décembre, le bombardement de l'école Bungeni à Luofu, dans le territoire de Lubero. Ces violences ont conduit à des déplacements massifs. Près de 3 déplacés sur 4 en RDC cette année sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23, exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique.
L'écrivain franco-camerounais Charles Onana et son éditeur Damien Seriex sont reconnus coupables de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité. Le verdict a été rendu ce lundi par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris à cause d'une vingtaine de passages de son ouvrage paru en 2019, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Charles Onana écope d'une amende de 8 400 € et Damien des éditions de Toucan est condamné à une amende de 5 000 €. La défense de Charles Onana a immédiatement annoncé qu'il ferait appel à cette condamnation. Joël Makela, notre envoyé spécial, nous en parle. Charles Onana, condamné ce lundi 9 décembre 2024 pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris à cause des passages jugés controversés de son livre intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Le livre sur l'opération turquoise ne porte pas sur le génocide des Tutsis. Il pose sur l'action qui a été menée par la force multinationale à partir du territoire congolais, et il a été démontré dans ce livre que, contrairement à ce qu'ont dit toutes les organisations internationales en disant que le Congo était victime d'un dégât collatéral, j'ai dit non, c'est faux, archi faux. Le Congo, la préparation de l'invasion du Congo a commencé en 1994, et c'est pour l'avoir dit et pour avoir découvert tous les documents qui attestent de cela, eh bien, qu'on cherche à me condamner, eh bien, pour que les gens ne comprennent pas en Afrique ce qui se passe, que les gens ne comprennent pas au Congo ce qui se passe. Eh bien, je réitère, dans cette histoire, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de rationnel. Donc, je tiens simplement à dire aux Congolais, ne vous inquiétez pas, la bataille ne fait que commencer. On va se pourvoir en appel, les juges d'appel vont travailler sur le fond du dossier, sur l'ensemble du dossier. Nous espérons qu'ils vont être quand même beaucoup plus sérieux et profonds dans l'analyse du travail, et qu'ils ne vont pas refaire ce que j'ai entendu lors de l'audience, que les parties civiles disaient qu'elles travaillaient pour le ministère public. Donc dans cette histoire-ci, vous avez des parties civiles qui travaillent pour le ministère public, enfin, et le ministère public qui s'en remet au juge, mais enfin, il n'y a rien, je vous dis, de cohérent, de précis et de sérieux dans ce qui est en train de se passer. C'est un véritable coup de massue qui est tombé sur les membres de la communauté congolaise de Paris, présents dans la salle, quand la juge présidente rend en 10 minutes le verdict. Mais l'écrivain franco-camerounais ne se sent pas pour autant abattu. Alerté par ce qui était perçu comme étant des rumeurs dans les réseaux sociaux, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, est allé se rendre compte de la remise en liberté d'un détenu accusé de meurtre au parquet de grande instance de Kelamo. Yvette Makoutima. Les faits sont d'une extrême gravité. Les prévenus accusés de meurtre seraient remis en liberté sans aucune autre forme de procès. Nous sommes au parquet de grande instance de Kalamou et le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou, saisi par la nouvelle, est arrivé sur place et annonce une enquête pour établir les responsabilités. Je viens de compulser le dossier administratif. Il y a des faits qui méritent d'être approfondis, d'être vérifiés. Aussi, j'ai instruit que l'ouverture du dossier, d'une part disciplinaire et d'autre part judiciaire, pénale, soit entamée. J'ai responsabilisé le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de se mettre à la tâche. Je voudrais rappeler ici que je réponds en cela au mot d'ordre du chef de l'État, qui dit que le temps des avertissements est carrément révolu. Nous verrons au terme de ces enquêtes, sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal, quelles en seront les conclusions que nous rendrons aussi publiques pour rencontrer tout ce qui a été dit sur les réseaux, dans leur véracité ou dans leur fausseté ou exagération. Et c'est selon. Le moment était indiqué également pour les patrons de l'action publique de faire un tour dans les cachots dans ces parquets où des présumés criminels croupissent par manque de maisons d'arrêt. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a reçu une délégation de l'Institut national de l'audiovisuel. Elle était composée de Paul Lopez et Christian Gomis des services des archives. Gaëtan Magalano.
Comment s'organise la gestion des archives audiovisuelles congolaises? La question a conduit une délégation de l'Institut national de l'audiovisuel INA France auprès du ministre RD congolais en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Nous avons été mandatés par le ministère de la Communication et des Médias, par Monsieur le ministre, via l'intermédiaire de l'ambassade de France, pour venir faire un audit, un état des lieux, donc des archives nationales ici à Kinshasa, donc auprès de la RTNC et de l'INACO. Et qu'est-ce qu'on peut valoriser en fait au niveau des archives congolaises. Pour sa part, Christian Gomi, responsable du service archives physiques et spécialiste dans la conservation des archives, a expliqué les étapes à faire durant leur séjour congolais. Nous avons déjà pu vous faire une première évaluation des archives vidéo qui se trouvaient ici, qui sont plutôt bien conservées, parfaitement conservées, qui sont parfaitement bien identifiées. Donc on va continuer un peu notre mission, un peu dans ce sens-là, pour voir jusqu'où on peut aller au niveau de ce projet, qui est un projet très riche. Établissement public à caractère industriel et commercial français ont pour mission principale d'archiver la production audiovisuelle. L'Institut national de l'audiovisuel comprend également un centre de formation et de recherche visant à développer et transmettre le savoir et expertise dans les domaines de l'audiovisuel. Pour rappel, la mission de 6 archivistes rentre dans le cadre du programme de modernisation de la radio-télévision nationale initié par le ministre Patrick Mouyaya. Ministre de l'écoute et de la parole, l'homme du changement de narratif tient Mordicus à apporter un vent nouveau à ces médias publics. Qu'est-ce qui reste de la Caisse nationale de péréquation? Eh bien, son directeur général, Jacques Coco-Moulongo, plaide pour la modification des dispositions constitutionnelles qui limitent les marges de manœuvre de cette institution de solidarité nationale. Cédric Kenina et Fiston Avingana. Elle est chargée d'assurer la solidarité nationale en luttant contre les disparités en matière de développement entre les entités territoriales décentralisées. La Caisse nationale de péréquation souffre d'un manque de financement pour accomplir ses missions régaliennes, quoique actives du point de vue administratif. Son directeur général, Jacques Coco-Moulongo, reste optimiste. Le chef de l'État a parlé de la révisitation de la Constitution. Je crois que ça sera une occasion aussi pour la Caisse nationale de péréquation, vu le mécontentement de certains ministres qui sont passés aux finances, qui avaient comme raison que le pourcentage était. Nous n'allons pas demander à ce que le pourcentage soit, qu'on diminue le pourcentage, mais au moins qu'on le garde, mais il faudra élaguer certaines phrases où on demande par exemple à un ministre des Finances de signer un ordre de paiement permanent pour permettre le décaissement de ces 10%. Parce que je pense que dès lors que cet article sera dans la Constitution, je doute très fort que la volonté de signer cet ordre de paiement permanent pourra être respectée. Créée en 2018, la Caisse nationale de péréquation a vu au fil du temps son personnel augmenter en termes de volume et les conditions salariales améliorées. Ajoutez à cela la formation prochaine de ses agents et cadres. Et juste après ce journal, vous suivrez une page magazine sur la Caisse nationale de péréquation. Grande annonce ce soir, baisse réelle de prix de biens de grande consommation dont les chinchards, le lait, sucre, viande, cuisses de poulet. L'application des nouveaux prix à partir de demain sur les marchés. Le procès-verbaux viennent d'être signés entre le gros importateur et le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale devant la première ministre. Regardez. Après 3 mois de tractations entre le gouvernement et les importateurs, enfin la fumée blanche. Dans les heures qui suivent, le prix de produits de première nécessité vont chuter. Bonsoir. L'engagement est pris dans la signature de ces PV devant la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'objectif, c'était de réduire le prix des produits alimentaires de première nécessité. L'objectif, c'était la lutte contre la vie chère. Parce qu'il y avait trop de plaintes. Nos frères congolais, ils ont vu que certains produits ont pris beaucoup à la hausse. Donc c'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat
qui arrange. J'espère cet résultat, qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer. 8 produits sont concernés par cette mesure sociale. C'est un engagement du chef de l'État, selon le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes, qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Le gouvernement souminois met un point d'honneur à protéger et à renforcer le pouvoir d'achat de ménages congolais. Une mesure salutaire en cette fin d'année. Le contrôle va se poursuivre sur le terrain. La maladie Mpox, le premier cours avance vient d'être lancé à Kinshasa par le ministre de la Santé, Roger Kamba. Pendant une semaine, les experts en santé vont tenter de mieux comprendre et de contrôler cette épidémie qui progresse à une vitesse fulgurante. Déjà, plus de 1200 cas de décès ont été enregistrés en République démocratique du Congo en l'espace de quelques mois. Pendant ce temps, la vaccination se poursuit à Angenga. Robert Ndaye et Jerez Kelani. Ce lundi 9 décembre 2024, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a lancé le premier cours avancé sur la Mpox, organisé par la plateforme de recherche internationale en santé mondiale, en collaboration avec l'Institut national de recherche biomédicale. Ce cours vise à mieux comprendre et contrôler l'épidémie de la Mpox, une épidémie qui fait des ravages à travers le monde. Les coordonnateurs de PRISM, Steve Aouka, précisent que l'objectif de la formation est de doter les participants des outils nécessaires pour améliorer la surveillance, le diagnostic et le contrôle de la maladie. Dr Samuel Roger Kamba a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie de la Mpox. Ce cours avancé représente une étape cruciale dans notre combat. Il s'inscrit dans une dynamique collective visant à renforcer les capacités de nos acteurs de santé, qui sont notamment les chefs de division provinciales, les biologistes. Ces cours avancés réunissant des experts d'Afrique et des intervenants congolais fournit des connaissances actualisées sur les aspects cliniques, épidémiologiques de la Mpox. Parlant de la Mpox, lors de la semaine 49, 604 cas suspects ont été dénombrés, dont 8 cas confirmés pour 0 décès. La situation de la zone de santé de Panzi, pour une maladie fébrile d'étiologie inconnue, est en train de subir une réponse de tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Et à ce jour, nous avons 416 cas notifiés, avec 31 décès. À ce jour, 349 prisonniers dans la prison d'Angenga, dans la zone de santé de Guémena, ont été vaccinés. Parlons à présent de ce dialogue de haut niveau organisé par la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes. Parmi les points abordés figure le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle. Eric Abomba. Des fortes recommandations formulées au terme de ces travaux pour interpeller d'une seule voix les gouvernements congolais sur sa mission d'accompagner les victimes de guerre. Venus au bout de leurs 2 journées marathon, ces participants, dans un rapport aussi riche que nuancé, appellent à la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour permettre à ces victimes d'accéder à des réparations et à une justice équitable. Opérationnaliser le cadre de concertation entre la CIAVAR, le FONAREV et l'écosystème à la fois national et international, c'est l'une des propositions formulées, a signifié François Kakese Kimaza,
coordonnateur exécutif de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR. Ça aboutira à deux choses. Un, à se rassurer que la politique qui est nationale, qui est définie aujourd'hui, portée par le gouvernement de la République, est en phase avec les besoins des victimes. Et deuxièmement, que tous les acteurs sont fédérés et comprennent, premièrement, le besoin des victimes, c'est-à-dire aussi le besoin et l'orientation stratégique du gouvernement, et travaillent ensemble, puisqu'on se comprend maintenant et on a dialogué, et on peut évoluer et avancer rapidement et dans les meilleures conditions dans l'aide et l'appui aux victimes. Ces quelques recommandations issues de ces 2 jours du dialogue de haut niveau serviront désormais des boussoles au gouvernement congolais sur la mise en place de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de promulguer une loi sur le secteur de transport. Pour la lire avec Joseph Oscar Malkaïs. Bonsoir. Bonsoir Sandra Nyangui. Il s'agit de la loi numéro 24/007 du 5 décembre 2024 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit du corridor des Lobito AFTTCL en sigle à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023. Exposé des motifs. La République démocratique du Congo, avec une superficie de 2 345 000 km² qui dispose de 38 km de littoral répartis entre le port maritime de Matadi, de Boma et de Banana, est considéré sur le plan maritime comme étant un pays semi-enclavé. Les ports de Lobito en Angola présentent un potentiel économique très intéressant, notamment pour le développement d'un système de transport de transit. Dans le but de promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux au profit de leurs populations respectives, la République d'Angola, la République démocratique du Congo, la République de Zambie, étant des pays enclavés, ont décidé d'exploiter les systèmes de transport multimodal en vue de relier les 3 États au port en eau profonde de Lobito, appelé également les corridors de Lobito. En date du 27 janvier 2023, les 3 États ont signé à Lobito en Angola l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit corridor de Lobito AFTTCL en sigle. Cette dernière est dotée de la personnalité juridique et dispose des organes propres, à savoir les comités de ministres, le comité exécutif, les comités techniques et les sous-comités nationaux. L'objectif principal poursuivi par cet accord consiste à instituer les facilités juridiques et administratives nécessaires à la libre circulation des personnes et de leurs biens du port maritime de Lobito vers les différents débouchés situés sur le territoire des États signataires. En ratifiant cet accord, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de contribuer dans une dynamique intégrée à la réalisation de certains objectifs bien précis, à savoir fournir un itinéraire plus efficace pour le transport des marchandises par voie des surfaces entre les territoires des États signataires et la mer, faciliter la circulation des marchandises à travers les territoires des États parties et fournir les facilités nécessaires pour les trafics en transit, assurer enfin le mouvement expéditif du trafic tout en évitant les retards dans la circulation des marchandises en transit en prenant toutes les mesures nécessaires. En sus, la ratification de cet accord et sa mise en œuvre permettront l'augmentation du volume des échanges commerciaux profitables à la population congolaise. Telle est l'économie de la présente loi. En voici justement les libellés. Loi numéro 24/007 du 5 décembre 2024 autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation des transports en transit du corridor des Lobito AFTTCL en sigle à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er.
est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord portant création de l'Agence de facilitation des transports en transit du corridor de Lobito AFTTCL en sigle à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature. Article 2, disais-je, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, le 5 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Joseph Koskambal. KIG en nouvelle en politique, la FDCA de Modesto Bahati Lukwebo réitère sa loyauté au président de la République et encourage à poursuivre son action diplomatique et militaire pour la paix en République démocratique du Congo. C'est l'une des décisions prises à la clôture de la deuxième session parlementaire de 2024 de ce regroupement politique. Les images dans nos prochaines éditions. Également, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, dit oui au changement de la Constitution. Il pense à un changement radical car l'actuelle loi fondamentale n'a pas résolu les problèmes cruciaux de la République démocratique du Congo. Ces chercheurs en sciences politiques viennent aussi de lancer une nouvelle campagne dénommée Vivement la 4e République. Erika Bomba a nommé les images dans les éditions de demain. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mbandaka, dans la province de l'Équateur et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.